La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous. Alors, premier petit check technique. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez me faire quelques messages pour me dire si vous nous entendez? Ah, je vois des messages qui disent oui, parfait. Merci Stéphanie, merci Morgane de nous le préciser. Alors, bienvenue au second rendez-vous du Global Compact France. Un rendez-vous qu'on va désormais vous proposer de manière régulière, tous les mardis à 11 heures, qui s'est déjà tenu 2 fois, enfin une fois la semaine dernière et c'est le second rendez-vous celui-ci. On reprendra ces rendez-vous à la rentrée le 15 septembre prochain et l'objectif pour nous, c'est de vous donner à voir en tant qu'adhérent du Global Compact, mais également en tant que sympathisants, amis. Je vois que dans nos participants, il y a quelques personnes qui sont d'organisations partenaires. Je vous salue. Donc notre volonté, c'est de présenter et de donner à voir ce qui se passe dans les entreprises pendant cette période particulière, sur un plan opérationnel, sur un plan un peu plus inspirationnel, et puis de façon générale d'avancer sur les sujets de culture RSE, de responsabilité sociétale. Ces rendez-vous, nous les co-construirons ensemble. Je vous invite à rester jusqu'à l'issue de ce webinaire parce que nous vous proposerons un sondage pour que vous puissiez nous dire quels sont les sujets qui vous intéressent et que vous souhaitez voir traités, et pourquoi pas les intervenants que vous souhaitez entendre. Voilà. Aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter est la question de l'organisation du travail à l'heure du Covid. Alors, quelques points techniques avant de commencer. D'abord, sachez que tous vos micros, évidemment, sont coupés. En revanche, je vous invite tout le long de cet événement à faire remonter vos questions au travers de la petite fenêtre de questions qui fonctionne comme un chat. Donc n'hésitez pas, écrivez-les dès qu'elles vous viennent avant de les oublier. Et puis nous prendrons un temps à l'issue de cette session pour y répondre. Et pour celles auxquelles nous ne pourrons pas répondre, nous le ferons par mail. Voilà. Alors le programme que nous vous proposons, c'est en quelques mots, d'abord de voir ensemble les 10 principes du Global Compact comme guide, de voir quel éclairage on peut avoir au travers des objectifs de développement durable, et puis surtout, que nous disent les entreprises sur la question du télétravail, pardon, c'est un point particulier, sur la question de l'organisation du travail. Et enfin, nous terminerons avec quels sont les sujets sur lesquels vous souhaitez intervenir. Alors, pour cette session, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Alfandari, qui est PDG de Resistex. Alors Bernard, je vous salue. Bonjour Fela. Bonjour. Donc Resistex, Bernard nous en parlera, c'est une entreprise qui est d'abord une entreprise ambassadrice du Global Compact et qui est une entreprise qui vient de rejoindre qui vient tout juste de rejoindre le conseil d'administration. Donc j'en profite pour vous resaluer et vous accueillir de nouveau avec grand plaisir au sein de ce conseil d'administration. Nous avons aussi la chance d'accueillir Jean-Christophe Sibéras, qui est directeur des relations sociales chez AXA. Et alors tout ça se fait en direct. Jean-Christophe devrait se connecter dans... Jean-Christophe, est-ce que vous êtes avec nous ? Jean-Christophe, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, bonjour, je suis avec vous. Superbe, Jean-Christophe. Alors, on va travailler comme ça. Malheureusement, on ne vous voit pas. Je ne sais pas si j'ai... Non, je n'ai pas cette possibilité. Alors, euh, donc Jean-Christophe Sibéras, directeur des relations sociales AXA. Merci beaucoup de nous rejoindre. Donc, ce que je disais, c'est que on va commencer par un rapide point sur les préconisations, les points de vigilance euh, sur lesquels le Global Compact des Nations Unies nous alerte. Et puis, je m'adresserai alternativement à chacun d'entre vous avec des questions qui sont sur l'axe de l'organisation du travail au temps du Covid. Depuis qu'on est rentré dans cette crise, évidemment, le Global Compact des Nations Unies appelle l'ensemble des entreprises à soutenir bien sûr les travailleurs, les salariés qui sont touchés par l'épidémie, et ça prend plusieurs formes. Il y a bien sûr un soutien financier, mais il y a également tous les soutiens périphériques, l'organisation du travail, le maintien de l'emploi, etc. En ce moment, le Global Compact des Nations Unies nous appelle à certains points de vigilance en lien avec les principes qui sont les nôtres, les principes que chacune des entreprises s'est engagée à respecter, donc promouvoir, respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme et veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits de l'homme. Le premier point de vigilance auquel on nous appelle, c'est que les mesures qui sont mises en œuvre pour lutter contre le Covid-19 soient accessibles aux personnes sans discrimination. Qu'est-ce que concrètement ça peut être sur l'organisation du travail, la question du télétravail et l'attention qui est portée aux personnes qui ont des enfants à charge et donc évidemment dans l'état actuel de notre société, aux femmes en priorité, mais aussi aux personnes qui peuvent être isolées sur leur lieu de télétravail. Veiller également à ce que les besoins des personnes les plus marginalisées et ou vulnérables reçoivent l'attention nécessaire et appropriée. Ce sont toutes les questions, bien sûr, des personnes qui sont fragiles, en risque de contamination par rapport à cette maladie. Et puis, un troisième point de vigilance qui est dans les actions d'organisation du travail, mais de façon plus générale dans le suivi des salariés, il y a quand même beaucoup de communication autour de l'âge, de l'état de santé des personnes pour organiser au mieux l'entreprise. Mais il faut que ces recueil de données personnelles, que ce traitement de données personnelles, quelle que soit la situation, soit fait de manière confidentielle et en lien avec la réglementation. Et puis enfin, agir pour les populations les plus fragiles. Donc ça, c'est sur la question des droits des droits humains, des droits de l'homme. Sur la question des normes internationales du travail, le Global Compact des Nations Unies nous invite aussi à bien sûr assurer des conditions de travail saines et protectrices, à limiter l'exposition des employés au Covid, à avoir une attention particulière au-delà des salariés à tout ce qui est l'écosystème de l'entreprise, donc les partenaires commerciaux, les donneurs d'ordre, les sous-traitants, bien sûr au premier rang desquels les PME et les TPE, et puis chercher à assurer la stabilité de l'emploi au mieux de ce qui est possible, ainsi que la couverture sociale en France sur le territoire national pour les entreprises de petite taille non exportatrices et puis évidemment pour les grandes entreprises partout dans le monde et puis organiser le travail. Voilà les points sur lesquels le Global Compact des Nations Unies nous invite à être particulièrement vigilants, en tous les cas invite les entreprises. L'autre point, c'est que finalement, cette crise a mis en exergue la pertinence et l'intérêt de l'agenda 2030 parce qu'il nous donne bien sûr une
direction pour les entreprises et pour l'ensemble des acteurs en termes de développement durable, mais parce qu'il nous permet aussi une lecture de la réalité au prisme de la matrice que constituent les ODD. Donc aujourd'hui, celui qui est le plus impacté par cette crise, c'est évidemment l'ODD lié à la bonne santé et le bien-être tout au long de la vie. Et puis, la question qu'on va traiter aujourd'hui sur le travail décent et la croissance économique. Et ce qu'on a appris, c'est que il n'y a pas d'économie possible. C'est le principal apprentissage de cette période. Il n'y a pas d'économie pérenne, il n'y a pas d'entreprise pérenne si les 17 objectifs, et en particulier celui qu'on vit aujourd'hui, ne sont pas atteints, si on ne cherche pas à y contribuer. Donc c'est sûr que ce qu'on vit, c'est une crise incroyable. On n'a pas encore fini de la digérer, d'en comprendre les tenants et les aboutissants, mais du point de vue du Global Compact des Nations Unies, c'est une épreuve qui devrait nous permettre aussi et nous interroger et nous aider à construire le changement de paradigme, la transformation qu'on attend pour nos entreprises. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la notion, sur l'initiative Global Deal dont nous parlera Jean-Christophe Sibéras, car il en est l'un des animateurs en France. Et cette initiative qui porte sur la promotion du dialogue social au niveau international pour les grandes entreprises et qui est directement, évidemment, en lien avec l'ODD, assurer un travail décent et une croissance économique viable. Je vous invite et on vous invite pour toutes les entreprises adhérentes du Global Compact à faire connaître vos actions durant cette période. Ce qui vous est proposé sur à la fois le site du Global Compact France, mais également sur le site du Global Compact des Nations Unies, c'est de faire une courte vidéo de vos dirigeants pour qu'ils puissent partager ce qu'ils sont en train de mettre en place, ce à quoi ils sont attentifs pendant cette période. Il y a déjà une dizaine d'entreprises françaises qui l'ont fait. On aimerait qu'elles soient évidemment beaucoup plus nombreuses. Donc ça, on vous invite à regarder sur notre site internet. Et puis encore un autre aspect de cette crise, c'est que l'ensemble des réseaux d'entreprises, parmi lesquels fait partie le Global Compact, nous essayons de nous adapter et de vous proposer en ligne des webinaires qui soient organisés par le siège du Global Compact ou par nos propres équipes françaises. Donc ça, regardez de temps en temps sur notre site s'il y a des actualités qui peuvent vous intéresser. Alors, justement, au regard de ce qu'ont fait remonter les entreprises du Global Compact, et en particulier les entreprises françaises, on a constaté avec les collègues que les pratiques se réinventaient et qu'on pouvait classer ces pratiques innovantes en 7 grandes catégories. Donc il y a une nouvelle forme, enfin sous le contrôle de Jean-Christophe, vous nous en parlerez, et de Bernard, nouvelle forme de dialogue social, ou en tous les cas des nouvelles conditions de ce dialogue. Il y a évidemment tout le télétravail qui est quand même a été une grande révolution pour certaines entreprises et pour d'autres moins. Il y a toutes les actions qui tournent, toutes les pratiques qui tournent autour de la protection des salariés et des conditions de travail, l'adaptation des activités pour faire preuve d'innovation, sur la question des ressources humaines, en particulier la prévention des discriminations, comme on le disait tout à l'heure, sur la notion de mise en télétravail, de soutien, de maintien dans l'emploi, d'être attentif à tous les différents critères qui distinguent les individus. Il y a la question des partenariats qui se sont noués, qui ont été innovants. Et puis,
un point qui a été fort, en tous les cas qu'on a souhaité appeler la redistribution de la valeur, c'est ces mouvements de dirigeants, de COMEX, de top management qui ont réduit leur rémunération, qui ont orienté une partie de leur rémunération sur des fonds d'entraide, de solidarité. Voilà un peu les pratiques qui nous semblent intéressantes et sur lesquelles on va prendre bien sûr un temps de distance pour les repartager avec vous. Alors, est-ce que... Non, je vais faire un jeu comme ça. Voilà pour ce qui était du côté du Global Compact, dans les grandes lignes. Et on va maintenant s'intéresser à la question de l'organisation du travail pendant cette période. Et je vais commencer par Jean-Christophe Sibéras. Jean-Christophe, vous êtes en ligne, vous nous entendez bien? On entend très bien, oui, bonjour. Bonjour. Rebonjour. Jean-Christophe, je vous invite à parler un tout petit peu plus fort ou à augmenter peut-être votre micro. D'accord. Super. Est-ce que vous m'entendez bien là? Je vous entends mieux. D'accord. Excusez-moi, désolé pour la vidéo, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas avec vous en vidéo, parce que moi, en revanche, je vous vois très bien, tous les deux. L'essentiel, Voilà, bah, écoutez, je suis... là, Jean-Christophe. Alors, Jean-Christophe, je voulais commencer par vous. Vous êtes directeur des relations sociales d'AXA. Et j'avais un premier point qui est vraiment lié à la période de confinement. C'est qu'est-ce qui s'est passé chez AXA pendant cette période? Quels sont les freins que vous avez rencontrés et les enseignements que vous tirez? Et tout ça, évidemment, en 5 minutes, parce que je suis très, très, très autoritaire. Donc voilà, période de confinement et freins et enseignements pour AXA. Alors, donc AXA en 2 mots, donc on est 127 000 dans le monde, dans 50 pays, et en France, on est 26 000. Hein. On est sur tous les continents, donc en fait, on a connu le confinement en Asie, la Chine, le Japon, la Corée, Hong Kong. Après, on a eu l'arrivée en Italie, puis en Europe, et maintenant, on a les Amériques, c'est-à-dire en particulier le Brésil et les États-Unis. Donc le confinement pour nous, c'est pas fini finalement, si je puis dire, et on n'a pas d'ailleurs tiré toutes les conséquences. Concrètement, c'est une entreprise, comme vous le savez, d'assurance, donc sur lequel le télétravail était déjà très installé. En Europe, environ 50% des salariés travaillaient déjà 1 à 2 jours par semaine en télétravail, et donc on a pu faire une bascule vers le télétravail pratiquement partout dans le monde sans difficulté. Le seul pays où on a eu un peu de mal, c'est en Inde, parce que dans nos centres de services partagés en Inde, à Bangalore, on a 3000 salariés, mais là, il y avait peu de télétravail. En plus, il y a des salariés dans ces pays-là qui sont très mal installés à la maison parce qu'il y a beaucoup de monde de la famille qui vit dans les maisons. Voilà pour la situation générale. Et globalement, on peut dire quand même que la continuité de l'activité s'est très bien exercée, très bien opérée, mais encore une fois, c'est lié au fait que quelque part, on était prêt, ou en tout cas, on était entraîné. Alors néanmoins, le télétravail qu'on a vécu, c'est pas vraiment du télétravail. C'était le télétravail normal, il est limité dans le temps, 1 ou 2 jours, il est volontaire, on peut le faire ou ne pas le faire, et puis là, il est permanent. Ce que nous avons vécu, c'est quelque chose de différent. C'est du travail à domicile, j'allais dire, obligatoire et permanent, puisque c'était donc 5 jours sur 5, c'était obligatoire, il n'y avait plus de choix du salarié, bien sûr, puisque globalement nos bureaux étaient fermés, et puis avec une incertitude qui quand même était importante, c'est-à-dire ça va durer combien de temps? En temps normal, vous avez une certaine certitude. On sait qu'on va travailler 1 jour ou 2 par semaine et on est organisé avec une certitude. Là, il y avait une incertitude sur la date de sortie. Conséquence de cette situation évidemment particulière, c'est qu'il y avait petit 1
les salariés dans des situations variées. On va dire que les deux situations variées étaient les suivantes. Soit le salarié avait des enfants à la maison, et quand je dis les enfants, dans certains pays émergents, c'est les parents également. Hein. Donc, le télétravailleur, on va dire, n'est pas nécessairement bien installé ou n'était pas forcément bien installé. Hein. Ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour gérer tout ça? D'abord, très vite, on a fait des formations qu'on a appelées de résilience. On a même travaillé avec un institut qui s'appelle The Resilience Institute, avec des webcams, des visios, des webinars, pour que les gens apprennent finalement quelque part leur nouvelle vie, parce que là encore, c'était pas exactement comme avant. Notamment s'organiser, organiser sa journée, la structurer, éviter aussi de se faire déborder. Hein. On sait que les problèmes de vie personnelle, vie professionnelle sont compliqués. Et puis quelques réflexes assez simples, et en particulier pour les managers. Très important, l'appui, le soutien managérial, l'empathie, l'attention à distance. Ça s'est forcément un peu improvisé. Pour donner quelques indications concrètes, on a dit doublez vos rythmes de fréquence habituels. C'est-à-dire, si vous faisiez une réunion hebdomadaire de votre équipe, faites-en 2. Si vous le faisiez tous les 15 jours, faites-le toutes les semaines. Vos one-to-one avec vos collaborateurs, si vous en faisiez là aussi 1 par semaine, faites-en 2 par semaine, etc. D'accord. Donc, accroître le lien, compenser l'éloignement par une fréquence accrue en termes de lien. Alors, nota bene, puisque vous en avez parlé, le dialogue social, pareil. Quand vous faisiez, je ne sais pas, moi, je vais prendre un exemple des comités européens, puisque je m'en occupe de près chez AXA, on avait une réunion par mois, pardon, le rythme normal, c'était une réunion par mois ce qu'on appelle le comité restreint ou le bureau. En fait, on en est arrivé à en faire 1 par semaine, en réalité. Plus court, mais plus fréquent. Et deuxièmement, on a élevé le niveau des interlocuteurs, c'est-à-dire que le président de l'entreprise, le directeur général, le CEO d'AXA, Thomas Buber lui-même, s'est beaucoup plus impliqué dans les relations avec lui-même, les partenaires sociaux. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas en temps normal, mais lui aussi, il a accru sa densité d'interaction parce qu'il avait besoin lui-même de dire des choses, mais aussi d'écouter et d'entendre ce qu'on lui disait sur les perceptions. Voilà. Donc, on a fait aussi des sondages auprès de nos collaborateurs de Mood, donc sondage mondial auprès des 127 000 salariés. Est-ce que vous vous sentez bien informé sur ce qui se passe dans l'entreprise? Très rapide, hein, 3 questions. Est-ce que vous vous sentez soutenu par votre manager? Et avec une question ouverte, qu'est-ce que vous voulez pour avoir des verbatim? C'est quand même 130 000 personnes en verbatim. On a des outils d'analyse très rapides des verbatim maintenant, permettant de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. On en a fait 2 des enquêtes pendant la période, une pendant le full confinement et une pendant la période, ce qu'on appelle le return to the office, donc la période intermédiaire. Voilà. Sur la vulnérabilité des personnes pour le retour au travail, particulièrement, qu'est-ce qu'on a fait? Je dirais, d'abord, on a eu une première phase où on ne retournait au bureau que si on était volontaire. C'était tout à fait libre pour les collaborateurs. Après la fin du confinement, pendant une phase affixée dans les pays et les entités, à retourner sur une base volontaire. On n'a forcé personne. Donc, retour progressif, tout en, bien évidemment, respectant les gestes, enfin, je parle des mesures de sécurité et de santé, bien évidemment. Ensuite, 3e phase, d'ailleurs laquelle, puisque en Asie, dans un certain nombre de pays, ça y est, tout le monde est retourné au travail. En Europe, on est en train de basculer de la phase volontariat à une phase de retour collectif, mais compte tenu des problèmes de place et de distance sociale, on ne peut pas faire revenir tout le monde en même temps. Donc, on a divisé les équipes en 2, une équipe rouge, une équipe bleue. Donc, l'équipe rouge, avec une semaine rouge, vous pouvez venir. L'équipe bleue, vous ne pouvez pas venir. Donc, de toute façon, on ne peut pas avoir plus de 50% du coût des personnes sur le lieu physique. Et donc, les réunions se font de manière hybride, si je puis dire. Par exemple, juste avant la réunion, j'avais une réunion où nous étions 4 dans la salle. Là, je
Je suis au bureau, là, chez AXA, au siège à Paris, et nous avions 6 collègues en télétravail à distance, parce qu'ils ne sont pas dans la même semaine. Bon. Et Deuxio, nous avons aussi tiré les leçons du télétravail, c'est-à-dire qu'on, même quand vous êtes dans la semaine où vous devez revenir au bureau, il y a 1 ou 2 jours, voire 3 jours de télétravail qui sont encouragés. En pratique, du coup, on a 30% des personnes. Et même quand on est dans le collectif, on fait attention aux personnes vulnérables. Il y a des personnes qui sont vulnérables en matière de santé, soit parce qu'elles sont elles-mêmes vulnérables. Quand vous êtes diabétique, vous êtes vulnérable. Quand vous avez plus de 65 ans, vous êtes vulnérable. Et puis, il y a un processus où le médecin du travail peut vous déclarer vulnérable, même si vous n'êtes pas diabétique ou âgé. Et vous pouvez être vulnérable parce que vous vivez avec quelqu'un qui a le Covid aussi. Donc là, il ne faut pas revenir même au travail du tout. Donc, on a fait une attention particulière aux vulnérabilités. Alors, peut-être, je vais finir par un dernier élément qui est important parce que ça rejoint les objectifs ODD. Nous avons dit chez AXA qu'il y a garantie de l'emploi pendant toute la période du confinement complet. Il n'y aura aucune action de restructuration, de réorganisation liée au confinement ou liée à la crise Covid. Garantie de l'emploi. Et deuxièmement, garantie de rémunération, c'est-à-dire que nous avons choisi de ne pas recourir à des chômages partiels. Alors, de toute façon, on en avait assez peu, comme je l'ai dit, puisque la plupart des gens peuvent travailler en télétravail, mais enfin, il y a quand même 5 ou 6% des salariés qui ont des tâches logistiques, physiques, reprographie. Donc, nous avons décidé de ne pas recourir au chômage partiel et donc de ne pas solliciter, dans tous les pays du monde d'ailleurs, d'aide de l'État. On a considéré que la santé et la solidité de l'entreprise étaient suffisantes pour considérer que l'argent public devait plutôt concerner les entreprises qui en avaient le plus besoin, ce qui n'est pas le cas des entreprises d'assurance. Ça ne veut pas dire que cette crise n'a pas d'impact sur AXA. Évidemment, un assureur, quand il y a des événements pareils, vous imaginez bien que sur les risques santé, les décès, les annulations d'événements, et puis nous avons dépensé un certain nombre d'argent justement pour abonder des fonds publics, par exemple en France. Au total, aujourd'hui, on a à peu près, on a une perte d'à peu près 1,5 milliard d'euros liée à la crise, mais on a considéré que c'était absorbable par AXA, cet impact financier, et que du coup, nous n'allions pas recourir à l'argent public. Impact sur les dividendes, oui. Impact sur les rémunérations, oui. C'est-à-dire les dividendes divisés par 2. Nous l'avons annoncé à l'Assemblée générale la semaine dernière. Par rapport, ce qui n'était pas facile parce que nos concurrents versent tous leurs dividendes. Allianz en Allemagne a maintenu ses dividendes, Generali en Italie a maintenu l'intégralité de ses dividendes, donc ce n'était pas très facile pour la valeur de l'action AXA d'être les seuls à annoncer qu'on versait moins de dividendes, parce qu'évidemment les investisseurs, c'est pas trop leur truc de voir des dividendes diminuer, donc c'était pas favorable. Et réduction évidemment très forte, les dirigeants ont 2/3 de la rémunération qui sont en rémunération variable. Donc évidemment, vu les résultats de 2020, on va avoir un impact énorme sur la rémunération des dirigeants du groupe. Voilà, j'ai essayé de résumer assez largement ce qu'on a fait. Super, merci beaucoup. Juste une dernière question, Jean-Christophe, ces sondages que vous avez faits auprès des salariés 2 fois sur la question de se sentent-ils bien informés, bien soutenus, qu'est-ce que ça a donné comme état d'esprit? Parce que ça donne aussi une dimension, une notion de ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, tout à fait. Si vous voulez, on avait demandé de faire des évaluations de comment ils se sentaient, l'humeur, si je puis dire, ou le mood. Sur une échelle on était assez satisfait parce que sur une échelle de 0 à 5, on a eu 4,1 à la première enquête. Évidemment, c'était très positif, et 4,2 à la deuxième. Donc, une légère amélioration d'ailleurs 1 mois plus tard. Alors attention, c'est pas parce que le chiffre total est bon qu'il n'y a pas des gens qui vont pas bien. Oui. On a la première enquête, on avait 15% des salariés qui nous disaient qu'ils se sentaient pas bien ou pas bien du tout. Et à la deuxième enquête, il y a eu 10%. Donc ça s'est amélioré d'ailleurs d'une enquête à l'autre, le mois plus tard. Mais si vous voulez, quand vous êtes 127 000, s'il y a 10% des gens qui vous disent qu'ils vont pas bien, ça fait quand même 12 000 personnes. Donc c'est sérieux.
évidemment, et ça par On va rapport à revenir l'attention. sur ça, effectivement, tout à l'heure pour justement voir en perspective comment, enfin, que va devenir cette organisation du travail pour AXA. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Alors, je vais me tourner vers Bernard Alfandari, dirigeant de Resistex, une PME de 46 salariés basée à Nice. Et alors Bernard, je voudrais savoir comment, par rapport à ce qu'a décrit Jean-Christophe Sibéras, qu'est-ce que vous voyez comme point de concordance et puis peut-être différence de ce qui s'est passé au sein de votre entreprise? La première différence, forcément, c'est une différence d'échelle. Ça paraît évident. Vous ne voyez pas à l'écran. On était beaucoup moins préparé dans le sens où même si on essaye de faire des comités de risque, ça on l'avait pas vu venir. Je pense qu'on n'était pas les seuls. C'était pas quelque chose qui était envisagé. Et donc chez nous, nous sommes constructeurs, fabricants de matériel d'éclairage et notre clientèle, ce sont sur la France entière des installateurs électriciens. Donc, seconde œuvre du bâtiment. Nous faisons notre chiffre d'affaires en poussant des cartons, même si on est rentré dans une mode d'économie de la fonctionnalité où on vend de l'usage, mais la réalité du business, elle est encore très physique. Voilà. Donc, notre particularité dans le cadre de la mise en œuvre de la RSE, c'est de dire que notre partie prenante prioritaire, ce sont les salariés. La richesse de l'entreprise, pour nous, c'est avant tout les salariés. Quand je dis avant tout, c'est avant les clients. Donc, la mise en pratique de ce dogme philosophique, c'est de mettre à l'abri des salariés à la première inquiétude. Donc, on a fermé l'entreprise avant le confinement gouvernemental. L'objectif était, dans un premier temps, de préserver les salariés et pratiquement simultanément de les rassurer. Donc, les salariés sont partis avec les ordinateurs sous le bras jusqu'à leur véhicule ou dans les transports en commun. Voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu plus possible qu'avant parce que c'est un peu mieux miniaturisé, mais les informaticiens les faisaient partir les uns après les autres au bout d'une demi-heure de bidouillage de leur poste de travail, et on leur a dit rentrez chez vous sans que ce soit dans la panique, mais en tout cas dans l'urgence. Et je crois qu'on n'a pas assez fait remarquer que dans cette crise, les réseaux informatiques ont tenu. Et nous avions commencé à mettre en pratique un intranet supporté par Teams. Les jeunes l'utilisaient, les autres beaucoup moins. Ça s'est répandu immédiatement, les salariés entre eux, les chefs de service avec les salariés, les cadres entre eux, etc. Donc, il y a eu les conditions pour notamment le télétravail qui ont été rendues possibles, même si on n'avait pas un nombre suffisant de licences de VPN et qu'il a fallu bagarrer, organiser les heures de connexion entre les salariés, faire des plannings, etc. pour arriver à s'organiser du mieux possible. Alors nous, on a mis le personnel en chômage partiel. Tous ceux qui travaillent physiquement, manuellement, que ce soit en production, en logistique, en manutention, etc., eux étaient à 100%. Le reste, on a joué la réalité des heures passées pour les déclarer. On a bien fait parce qu'on est déjà contrôlé quelques semaines après avoir touché les sous. Voilà, donc j'ai dit préserver et rassurer. Donc, sans trop exactement savoir où ça allait m'amener, ma communication
rassurante. J'ai tenu à dire le premier jour aux salariés que durant toute la période, on pensait une quinzaine de jours, hein, l'intégralité des salaires serait garantie par l'employeur. C'est sûr que c'est probablement ça qui a le plus rassuré. Et puis, on a travaillé avec le comité directeur. L'entreprise était physiquement totalement fermée pour mettre en place des protocoles, des procédures sanitaires. On les a faites également ensuite par service en prévision d'un retour progressif et partiel au travail, ce qu'on a mis en œuvre à partir du mois d'avril, toujours fidèle à l'idée de protéger les salariés, parce que humainement, on ne se sent pas capable de faire autrement, et d'un point de vue peut-être plus chef d'entreprise, c'est notre outil de travail, et c'est à ça à quoi il fallait faire le plus attention. On a également fait constater par huissier la nature des procédures qu'on avait mis en place d'une façon très précise. Alors, les flèches au sol, les sens de circulation, les escaliers à sens unique, etc. Les masques, on a commencé même avec les gants, tout ceci changeait un peu rapidement, et les contre-vérités, la vérité du jour n'était pas celle du lendemain. Donc, on a fait avec ça, on a pu être très proche de notre CSE, toujours sur les réseaux sociaux. On a fait beaucoup de réunions virtuelles avec le comité social économique. On s'est appuyé sur la médecine du travail, on a fait des choses tout à fait bien, je pense, avec le DUER. L'huissier est d'ailleurs venu constater la compatibilité de ce qu'on avait mis en place avec les directives gouvernementales. Alors j'étais très surpris d'entendre l'huissier me dire que ça fait partie de nos devoirs de conseil. Bon, moi, je demandais juste un constat, mais voilà. Donc, on a fait valider, et là, c'est bien sûr le premier motif, c'est effectivement d'assurer la sécurité pour que les gens n'aient pas d'inquiétude à revenir, et que lorsqu'ils reviennent, ils soient en pleine sécurité. Il y a derrière cette préoccupation aussi la responsabilité pénale du chef d'entreprise s'il s'avérait dans quelques années qu'un salarié développe des séquelles ou des conséquences. On était, d'ailleurs on est toujours un peu dans la découverte et l'incertitude. Donc, on a fait revenir les gens progressivement en fonction et en alternance, alors de manière à ce qu'il y ait le moins de monde possible sur le site, et qu'ils soient très éloignés les uns des autres. Et à partir du 11 mai, on a sollicité les salariés à reprendre. Alors, on ne l'a pas fait sur la base du bénévolat comme chez AXA. Nous, on a dit que ceux qui avaient des raisons personnelles de ne pas pouvoir reprendre nous le fassent savoir, et qu'on étudierait ça au cas par cas. Je veux dire, effectivement, des gens fragiles ou vulnérables, ou des gens qui avaient des enfants, parce que c'était très compliqué, même après la reprise. En réalité, les écoles étaient plus fermées qu'ouvertes, et certains ne pouvaient pas faire autrement que de rester chez eux. Donc, on a traité tout ça avec, bien sûr, le maximum de bienveillance, mais ça n'apporte rien de nouveau à ce qu'on fait d'habitude. Et on a tenu à multiplier, alors là, pour le coup, on a eu les mêmes préoccupations, s'assurer que personne ne s'isolait ou qu'on soit sans nouvelles, et on a beaucoup sollicité avec parfois des choses un peu sur le mode de l'humour, avec un journal quotidien du confinement. On demandait à chaque salarié d'envoyer des photos de chez eux, en train de travailler avec les gamins sur les genoux. Enfin voilà, chacun a fait sa propre petite photo qu'on envoyait à tout le monde dans une espèce de journal de bord comme ça.
C'était aussi pour rassurer. Ceux qui étaient en télétravail ont travaillé chacun en fonction de ses conditions familiales. Enfin, je sais qu'il y en a qui commençaient le travail à 22 heures, mais qui faisaient le job quand même. D'accord. Du coup, moi, je Et, retiens, Bernard, je vous coupe, mais on y reviendra. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est un peu le point commun avec AXA, c'est que l'entreprise, de par la situation exceptionnelle dans laquelle on s'est retrouvé, elle a fait finalement œuvre de cohésion sociale, de liant, œuvre de société, et que c'est quand même très, très, très nouveau. On y reviendra. Je voudrais parce qu'on a vu donc ce qui se passe ce qui s'est passé dans une grande entreprise, dans les grandes lignes, ce qui s'est passé chez vous. Jean-Christophe, est-ce que vous êtes encore avec nous? Est-ce que vous nous entendez, Jean-Christophe? Ah. Jean-Christophe Sibéras, nous avons perdu la connexion. Est-ce que bon, ça fait partie des jeux du webinaire. On va continuer, Bernard, en passant à l'étape qui est un peu celle d'après, qui est aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez par rapport à Resistex de pratiques qui vont finalement persister et qui ont été mises en place pendant cette période? Ah ben, on a bougé on a fait bouger les lignes. J'étais assez sollicité par les salariés pour du télétravail. Alors, quelques cadres pouvaient en bénéficier quand ils voulaient. Moi, j'étais contre pour deux raisons. Et au total, ça me mettait assez mal à l'aise, cette possibilité de généraliser le télétravail, parce que toutes les demandes qu'on recevait, elles étaient en général pour le mercredi et le mercredi après-midi. Donc, moi, j'avais du mal à comprendre qu'on puisse me demander ce jour-là et que ce jour-là, et que finalement, c'était que du gagnant côté salarié et pas trop gagnant-gagnant côté société. J'étais contre aussi parce que je suis pour la culture de groupe, pour la possibilité de construire ensemble, etc. Et que pour moi, alors évidemment, petite PME familiale, la maison, non pas qu'on fasse du paternalisme, mais le fait d'être ensemble unité de lieu, de temps, etc., c'était quelque chose à laquelle je tenais pour construire une culture d'entreprise collective. Donc, voilà, pour des raisons de manque de confiance de mon côté, et c'était très grave parce que la confiance, c'est une de nos 4 valeurs, j'ai été plutôt contre. Et les salariés, ils étaient plutôt pour. Donc, est arrivé cette crise et le confinement, et on ressort de ça avec l'attitude inverse. Moi, les salariés se sont comportés d'une façon exemplaire, en ayant beaucoup d'autonomie, en prenant des initiatives, en se débrouillant avec beaucoup d'agilité. Et c'est un peu ce que je recherche pour l'entreprise, l'agilité. Et ceux qui y ont eu recours, et beaucoup étaient dans ces conditions de travail de tout à l'heure, ils sont sortis épuisés, fatigués, et ils en veulent plus. Et moi, j'en voulais plus, maintenant j'en veux. Alors, quelque part, on va se retrouver, c'est une question de dosage et de curseur, mais c'est un sujet sur lequel, j'allais dire, grâce à ce qui nous est arrivé, on va pouvoir faire bouger les lignes, évidemment en concertation, évidemment en collaboration avec les salariés et les instances représentatives, et ça sera pour le bien, ce sera pour le bien de tout le monde et donc pour le bien de l'entreprise.
Juste du point de vue de l'organisation, rapidement pour faire une réponse, il y en aurait d'autres, mais comme je vois que Jean-Christophe est revenu et qu'on le voit, je vais lui passer la parole. Voilà, ça crée du suspense pour nos participants, ces petits problèmes techniques, mais ça fait du bien quand c'est résolu. Bernard, oui? Voilà, alors donc une des conséquences ou un des apprentissages de cette période, c'est qu'on a mis à l'épreuve la notion de confiance et que on a beaucoup gagné là-dessus et les salariés ont apprécié la manière dont ils ont été traités, tant du point de vue protection sanitaire, etc., que rémunération, voilà, tout ce qui s'est mis en place, la communication qu'on a faite, et ils ont eu la sensation d'être des privilégiés par rapport aux gens qui étaient autour d'eux, qui fréquentent dans les familles, etc. Et ils ont une adhésion encore plus grande qu'avant et une plus grande confiance dans l'entreprise. J'irais même jusqu'à dire une fierté. Et partant sur des qualités comme ça, ce que ça a fait bouger largement plus positivement que négativement, en tenant compte bien sûr de notre échelle qui est toute petite. D'accord, très bien, merci. Bernard, alors Jean-Christophe, il y a aussi, vous nous avez expliqué qu'est-ce qui s'est passé durant cette période de confinement, de crise, dans laquelle finalement sur certaines parties du monde vous êtes encore. Qu'est-ce que, selon vous, l'organisation du travail pour AXA va garder, ou en tous les cas, comment elle va en être en perspective modifiée? Alors, c'est vrai qu'on a commencé. Vous m'entendez bien, là, ça va mieux? Oui, et ça fait plaisir de vous voir. Ok, donc c'est vrai qu'on a lancé des réflexions, pour le moment, on va dire de direction générale, et donc des réflexions de niveau stratégique sur l'organisation du travail de demain. Pourquoi? Parce que petit 1, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'appétit pour le travail à domicile était très élevé, même si les salariés l'ont pas toujours vécu dans des conditions très faciles à titre personnel. J'ai parlé des enfants, j'ai parlé des gens qui sont mal installés dans certains pays, mais parfois en France, il y a des jeunes très mal installés qui ne peuvent pas travailler. Quand vous êtes jeune couple dans un studio à Paris, les deux qui travaillent ne peuvent pas faire de visioconférence à longueur de journée. Donc, bien sûr. Alors, notre réflexion, c'est vu le besoin. Alors, on est en train de redemander aux salariés, on vient d'ailleurs de le finir la semaine dernière, on a refait une nouvelle enquête sur avez-vous envie de plus travailler qu'avant? On n'a pas donné de chiffres ni de jours, mais plus. On a des résultats considérables. On est mondialement à 80%, voire plus. De télétravailler plus. Plus à domicile. Oui, oui. Plus à domicile. J'avais entendu de travailler plus. Et je trouvais aussi le résultat intéressant. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, nous avons le sentiment quand même que la productivité est meilleure aussi. Donc, de toute façon, c'est quand même un système assez gagnant pour tout le monde. Au total. Et encore, là, je parle des salariés de l'entreprise, mais on sait tous que du point de vue environnemental, transition écologique, donc de l'intérêt général de la collectivité, ça va aussi dans le même sens. Donc, comme on essaye d'être une entreprise responsable, voilà, ça tombe bien. Donc, on est dans un système gagnant. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'on va pousser le travail à 100% à domicile. Il y a certaines entreprises qui vont très loin en ce moment. Nous, notre vision, c'est l'équilibre. En fait, on dit shifting balance. Voilà. Nous, le 50-50 nous irait bien. Alors, attention, on n'est pas dans le modèle one size fits all. Ça dépend des métiers. Vous avez des métiers où les gens peuvent facilement être plus que 50% du temps en travail à domicile, s'ils le souhaitent, parce que nous gardons le volontariat très important
toujours avoir l'adhésion des collaborateurs, ne pas faire de pression sur eux. En sens inverse, on a des fonctions qu'on appelle plus, nous, des fonctions stratégiques en anglais ou de leadership. Et là, pour le coup, je pense que le leadership, compte tenu de l'aspect des dimensions émotionnelles du leadership, on pense qu'effectivement, le terrain, la proximité physique reste quand même la priorité, et donc le travail à domicile va se développer, car les managers, même de haut niveau, ont découvert le travail à domicile, mais ça restera minoritaire. Donc quand on dit balance, c'est ça, c'est-à-dire c'est une balance en moyenne. Derrière ça, ça nous amène à revoir notre politique immobilière. C'est vrai que AXA possède pour ses salariés environ 800 immeubles dans le monde, parfois avec des milliers de personnes dedans. Donc c'est vrai qu'on verra ça progressivement, mais à l'occasion des renouvellements de bail immobilier, on va évidemment certainement revoir nos surfaces. Donc c'est aussi un gain. On réfléchit aussi sur la question de comment on accompagne le travail à domicile. Ce n'est pas, quand on travaille à domicile, ça veut être c'est un lieu privé dont l'entreprise doit se désintéresser sous prétexte que la protection de la vie privée. Non, il faut qu'on installe très bien nos collaborateurs. On a déjà commencé, par exemple, vous pouvez avoir des ergonomes de l'entreprise qui se connectent chez vous sur votre ordinateur pour simplement, donc vous avez une interaction sur la manière dont les gens sont installés, la manière dont l'ordinateur est installé, enfin, ce qu'on fait d'habitude au bureau sur les questions d'ergonomie au travail. Voilà. On a lancé aussi des réflexions sur l'équipement des collaborateurs, le double écran, les sièges, les tables, bien sûr. Et puis, il y a aussi une réflexion, même si elle n'est pas aboutie, sur la question effectivement d'une compensation financière. Mais là, ça dépend beaucoup des pays. Là, pour le coup, il y a des marchés où il n'y a pas de compensation financière, il y en a d'autres où il y en a. Donc, voilà. Donc ça, c'est toute une réflexion qui est en cours, qui n'est pas du tout aboutie, évidemment, parce que d'abord, on est encore en période, on est encore dans la crise, hein. Donc, il faut aussi pouvoir prendre du recul. On essaie d'accumuler le maximum de données, d'informations, et pour voir comment on va travailler demain. D'accord. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour cette vision parce qu'on arrive un peu au terme de nos échanges, mais pour cette vision de ce que vous avez vécu et puis ces perspectives de ce que vous allez en garder pour vos entreprises. Je vais laisser un peu de temps aux participants pour poser leurs questions en mettant simplement dans notre outil de chat les questions. Et pendant que nos participants pendant que les participants écrivent leurs questions, je vous invite, Bernard, vraiment en une phrase, à nous dire ce que vous conseillez aux entreprises par rapport à cette question de l'organisation du travail à venir. Et je vous demanderai la même chose, Jean-Christophe, mais vraiment une phrase, le conseil central. Attention Bernard, je vais commencer par Jean-Christophe dont le micro est ouvert. En un mot, le conseil que vous donnez aux entreprises adhérentes, et ce, quelle que soit leur taille finalement. Et ce que je donnerais, le plus important, c'est d'écouter les salariés. On les écoute jamais assez. Ils ont beaucoup de choses à dire, ils sont en attente. Ça ne veut pas dire qu'on résoudra tout, mais avant de construire, écoutez. Avant de réfléchir, on est tous très intelligents, mais encore une fois, écouter les attentes des salariés, petit 1, et deuxièmement, faire attention au fait qu'il n'y a pas de modèle unique. C'est-à-dire les salariés, comme on l'a dit sur le télétravail, il y a des situations extrêmement différentes à domicile, donc on peut les accompagner pour une part, j'ai parlé du matériel, mais il y a des situations qu'on ne sait pas accompagner. Le DRH philippine d'AXA m'expliquait l'autre jour que quand un salarié est en télétravail à la maison aux Philippines, il y a 25 personnes qui habitent à la maison. C'est pas pareil, évidemment, que quand on est dans un pays, on habite par ici. Voilà. Donc, bien tenir compte de la variété des situations. Et pour tenir compte de la variété des situations, il faut écouter les salariés. C'est du bien et de l'écoute. Voilà. Très bien, merci. Et Bernard?
Moi, je pense qu'au-delà de la simple organisation matérielle du travail qui essaye de tenir compte de ce qui vient de se passer, d'une manière plus profonde et plus fondamentale, il importe d'appliquer la RSE, c'est-à-dire de créer du sens plutôt que de vouloir faire du fric, d'essayer de s'interroger pour que l'entreprise trouve une raison d'être, parce que j'ai la sensation, au travers de ce qui nous arrive, et une espèce de certitude que ma société est capable de franchir cette épreuve grâce à la mise en place de la RSE. Et peut-être en une phrase, puisque vous m'en avez demandé qu'une, c'est, j'ai envie de dire qu'une entreprise qui a une raison d'être n'a plus de raison de ne plus être. Merci Bernard. Bravo. Ce sera le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie infiniment tous les deux, malgré ces problèmes techniques, pour ces éclairages que vous nous avez donnés sur vos entreprises qui sont adhérentes du Global Compact et éclairages qui, je pense, nourriront et inspireront d'autres entreprises. Un grand merci à tous, un grand merci à nos participants. Et nous avons enregistré avec votre permission, Bernard et Jean-Christophe, cette session qui sera bien sûr disponible sur notre site internet. Un grand merci à vous deux et puis retrouvez-nous le 15 septembre prochain pour les rendez-vous du Global Compact, les mardis à 11h. Au revoir à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Bientôt.